Bonjour à tous les voyageurs littéraires. Une petite vidéo alors à l'occasion du bac de français. Et là je vais vous montrer la partie de l'oral du bac de français, présentation d'une œuvre complète, là en l'occurrence Manon Lescaut, et l'entretien qui est censé suivre. Les questions seront d'ailleurs affichées à l'écran. Une œuvre dont le sujet principal est une passion amoureuse entre une prostituée et un aristocrate. Voilà, n'est-ce pas, de quoi donner un parfum de scandale à ce roman, Manon Lescaut, surtout à l'époque de sa publication, en 1731, dans un contexte alors de fin de règne de Louis XIV, particulièrement rigoriste, et où l'entreprise de transgression commise par les deux amants s'avère beaucoup plus choquante que si elle s'était inscrite sous la période de la régence du duc Philippe d'Orléans. Pourtant, c'est bien ce roman, le 7e et dernier tome des Mémoires et aventures d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde, une sorte de série écrite par l'abbé Prévost, qui a contribué à établir sa réputation comme l'un des plus grands romanciers du XVIIIe siècle. Alors Manon Lescaut, c'est l'histoire de personnages en marge dont l'amour va déclencher l'action romanesque et faire s'enchaîner de multiples péripéties. D'ailleurs, sans aucun répit, alors ni pour le lecteur, ni pour le personnage principal. Des Grieux n'a que 17 ans lorsqu'il s'éprend de Manon, une belle jeune femme destinée au couvent par ses parents, à cause d'un goût prononcé pour le plaisir. À partir de là, les péripéties s'enchaînent. Un frère qui prostitue sa sœur, une escroquerie, les amants emprisonnés, leur fuite de prison avec le meurtre d'un garde. Pas intentionnel, le pistolet de Desgrieux n'était pas censé être chargé. Puis une nouvelle escroquerie afin d'essayer de soutirer de l'argent à un des amants de Manon, G2M, le fils du libertin du même nom. La déportation de Manon en Louisiane. Un duel entre Desgrieux et Sinvelay, le fils du gouverneur qui voulait épouser Manon. Et enfin, la mort de Manon, douce, triste, émouvante, et décisive dans les choix de Desgrieux ainsi que dans l'évolution du roman, et qui l'a laissé tout comme moi inconsolable. Goût pour l'immoralité et le caractère transgressif du roman, goût pour les histoires d'amour tragiques et qui finissent mal, ou peut-être intérêt pour un livre qui finalement dresse une peinture fidèle des mœurs de la société de son temps, libertine, hypocrite et vénale. C'est tout ça qui m'a amené à vous présenter le livre Manon Lescaut dans le cadre du parcours associé Personnages en marge et Plaisir romanesque. Manon Lescaut nous permet de découvrir alors par exemple différents types de libertinage, libertinage amoureux pour Manon, libertinage de pensée pour Desgrieux. La marginalité des personnages nous permet de découvrir l'âme humaine dans toute sa complexité et sa diversité. Ce roman est, comme l'a dit Flaubert, un véritable cri du cœur. Et m'a poussé à m'interroger sur la place de l'argent dans la condition sociale, sur l'amour, ses victoires et ses échecs, mais également sur la légitimité des normes sociales. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, l'examinateur devrait commencer à poser des questions par rapport à l'œuvre que j'ai présentée pour le début de l'entretien. Donc voici quelques exemples de questions et également quelques exemples d'éléments de réponse possibles. Donc voici un exemple de première question. Desgrieux est-il un personnage en marge au même titre que Manon Lescaut, le personnage éponyme du roman? Il est vrai que c'est bien la marginalité des personnages qui caractérise ce roman. Ainsi, on découvre en Manon Lescaut, par exemple, une jeune fille dont la dépravation des mœurs est le trait principal de son caractère et qui d'ailleurs, tout au long du roman, va sans cesse évoluer à l'écart de la société. La figure de la marginalité de Desgrieux est plus complexe. Ainsi, il appartient à une famille d'aristocrates, vraiment très attachés à ses privilèges, et lui-même suit une carrière pour devenir ecclésiastique. C'est pas tant son milieu social qui le rend marginal que ses actions. Il incarne de même une libération de l'esprit et de la pensée caractéristique de son époque. Selon Renoncourt qui le décrit, il apparaît au premier coup d'œil comme un personnage qui a de la naissance et de l'éducation. Contrairement à Manon, qui est directement catégorisée comme marginale, et d'ailleurs c'est à cause de ça qu'elle se fait déporter en Amérique, lui, il la suit par choix. En plus, on remarque que même s'il souhaite être à l'écart de sa famille et apparaître comme un personnage marginal, ses liens avec la société sont encore très forts. Là où Manon restera emprisonnée longtemps dans sa prison jusqu'à être déporté en Amérique, lui est libéré sous peu grâce à l'influence de son père, aristocrate du coup.
On peut passer à la deuxième question. L'auteur dresse-t-il un portrait péjoratif de la société de son temps? Comme je l'ai dit dans mon introduction, ce roman est effectivement une peinture fidèle des mœurs de la société de son temps, libertine, hypocrite et vénale. Libertine d'abord. Avec l'austérité qui marque la fin du règne de Louis XIV, particulièrement rigoriste et où on voit de plus en plus de censure liée à des motifs religieux par exemple, la noblesse se dirige vers Paris, alors centre de tous les plaisirs. Le libertinage à l'époque, c'est surtout l'annulation des inhibitions traditionnelles de la société. Mais cette société est également hypocrite. On le voit avec l'image que l'abbé Prévost dresse de la noblesse. C'est vraiment un portrait peu flatteur qu'il fait d'individus qui abusent de leurs privilèges sans aucun scrupule et surtout en toute impunité. On a par exemple l'image du père de Desgrieux qui peut exiger du lieutenant principal Prévost, donc du coup le chef de la police, qu'il exile Manon et ce sans aucun réel procès. Mais cette hypocrisie s'accompagne également d'une vénalité. Dans une France dont la société est de plus en plus pauvre, qui connaît de nombreuses famines, l'argent devient un moyen de s'élever socialement. Autant le père de Desgrieux incarnait les privilèges de la noblesse, autant le nouveau personnage libertin de G2M, alors le père et le fils, incarne cette présence de l'argent et son importance dans la société. C'est grâce à son argent que G2M parvient à réaliser ses actions en toute impunité. De même, dans le couple Desgrieux-Manon, l'argent est un élément central autour duquel finalement se cristallisent tous les problèmes d'infidélité, etc. Ainsi, par exemple, c'est le manque d'argent qui pousse Manon à aller vendre, par exemple, ses charmes à G2M, père et fils, etc. Cet argent, pour la femme qui est Manon, pourrait pourtant être vu également comme un moyen d'acquérir son indépendance sociale. L'argent pour les femmes est extrêmement encadré, en fait. Et donc, du coup, pour une femme, avoir suffisamment d'argent pour être libre au niveau de ce qu'elle peut faire est un moyen de ne plus dépendre de personne dans la société. On peut maintenant passer à la troisième question. Quels sont les personnages qui se distinguent par leur vertu dans l'œuvre? Autant, en un certain sens, Manon Lescaut est un livre profondément immoral, autant certains personnages se distinguent par leur vertu. On peut par exemple penser à Tiberge, l'ami de Desgrieux, si fidèle, si pieux, qui tentera toujours de convertir Desgrieux à la foi et de le faire abandonner tous ses plaisirs terrestres. Il y a aussi le père supérieur, directeur de la prison dans laquelle est enfermé Desgrieux, et qui ne cessera de croire alors à la bonne foi de Desgrieux, mais également à sa conversion lorsqu'il feint de s'être repenti de ses crimes. Tous ces personnages alimentent également un débat qui est présent dans ce livre. Un débat entre l'intérêt des plaisirs terrestres et également des plaisirs célestes. Desgrieux affirmera même à la fin que s'il avait toujours suivi les conseils de Tiberge, il aurait été toujours heureux. D'ailleurs, cette présence de personnages pieux pourrait nous amener, en un sens, à la quatrième question, qui serait par exemple, pouvez-vous nous citer un passage que vous avez particulièrement apprécié? Un passage qui se déroule des pages 147, 148 et 149. Il ne s'agit pas tant d'un dialogue que d'un résumé de différents dialogues. On y voit Tiberge, l'ami fidèle de Desgrieux, tenter de convaincre Desgrieux alors d'abandonner Manon et de retourner à sa carrière ecclésiastique. C'est vraiment un résumé de tout le débat qui anime ce roman et c'est d'ailleurs ce débat qui pourrait classer ce roman comme immoral, bien plus que les actions de Manon et de Desgrieux. Bon voilà, c'est les petites questions que j'avais prévues pour mon oral avec des réponses que j'avais prévues. Quant à vous, bon courage pour vos oraux.